Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de revenir sur une date que nous connaissons toutes et tous depuis notre enfance. Je veux parler du 14 juillet. Comme tout le monde le sait, le 14 juillet, c'est le jour de la fête nationale pour la République française. Mais peut-être vous êtes-vous déjà demandé pourquoi avoir choisi cette date et surtout quel événement on célèbre ce jour-là exactement. Eh bien, je vous propose justement de vous donner toutes les réponses dans cette nouvelle anecdote. Et vous allez voir que beaucoup, j'en suis sûr, ne connaissent pas la véritable explication. En effet, contrairement à ce qu'on pense bien souvent, il ne s'agit pas ici de fêter la prise de la Bastille le 14 juillet 1789. Non, en réalité, il s'agit de commémorer une autre date, celle de la fête de la Fédération qui s'est tenue le 14 juillet 1790, donc un an plus tard, sur le Champ de Mars à Paris. Cette fête devait alors célébrer la nation unifiée en présence du roi Louis XVI, de la reine Marie-Antoinette qui prêtèrent serment à la nation et à la loi, tandis que le peuple, lui, devait prêter ce jour-là serment à la nation, à la loi et au roi, le tout dans un climat d'union nationale. C'est donc en mémoire de cette unité de la nation française, que cette date sera ensuite choisie comme fête nationale à partir de 1880, sous la Troisième République, donc près d'un siècle plus tard. Cependant, si ça peut vous rassurer, on admet aujourd'hui que le jour de la fête nationale peut également commémorer le 14 juillet 1789, donc la prise de la Bastille. Justement, à propos du 14 juillet 1789, revenons un peu en arrière afin de comprendre comment on en est arrivé là et comment on en est arrivé à la prise de la Bastille. Alors je vais faire court parce que bien sûr, vous vous en doutez, les événements ont été un peu plus complexes que le simple résumé que je vous propose ici, mais revenons sur les faits principaux. Pour commencer, nous sommes le 4 mai 1789. Ce jour-là, Louis XVI est contraint de convoquer les États généraux à Versailles. Il s'agit de réunir les trois ordres qui composent la nation, c'est-à-dire la noblesse, le clergé et le tiers-état, afin de trouver une solution pour sauver les finances du royaume. Le 17 juin suivant, le clergé et la noblesse ne réagissant pas au projet d'assemblée commune proposé par les députés du tiers-état, ces derniers, qui sont réunis dans la salle du Jeu de Paume, vont se proclamer en assemblée délibérante et représentative du peuple. Ils prennent alors le nom d'Assemblée nationale et font le serment de donner une constitution à la France pour fixer le rôle de chacun des pouvoirs. En parallèle, tout au long de l'année 1789, des révoltes populaires vont émerger face à la crise économique et les manifestations de ceux qu'on appelle les sans-culottes vont se multiplier. Pendant cette période charnière, ces révoltes vont s'alterner avec de nombreuses réformes législatives, en tout cas des tentatives de réformes législatives. Mais un événement va accélérer les choses. Le 12 juillet, Necker, le ministre des Finances, qui était populaire pour n'avoir pas voulu augmenter l'impôt, est renvoyé par Louis XVI. Cette nouvelle va alors aviver la fureur du peuple de Paris, qui était déjà en colère face à l'augmentation du prix du pain. Et afin de calmer les esprits, Jacques de Flesselles, le prévôt des marchands, c'est-à-dire l'ancêtre en quelque sorte du maire de Paris, va décider de créer des milices pour soutenir et défendre l'Assemblée nationale et montrer au peuple qu'il est de son côté, cette Assemblée nationale qui doit toujours travailler donc à la constitution de la France. Pour se distinguer, ces milices vont choisir de porter une cocarde aux couleurs de Paris, donc le bleu et le rouge, auquel on ajoutera bientôt le blanc pour en faire la célèbre cocarde tricolore qu'on connaît. Nous sommes maintenant le 14 juillet. Ce jour-là, afin d'armer les nouvelles milices, le peuple va se rassembler et se rendre à l'hôtel des Invalides pour prendre des armes. Il va ensuite se diriger vers la prison de la Bastille où seraient entreposés de la poudre et des canons. Et là, après des négociations échouées, des tirs vont être échangés et des émeutiers vont être tués. Le peuple veut alors forcer les portes et le gouverneur de la Bastille, Delaunay, va accepter de les ouvrir ces portes en promesse de non-agression de la part des émeutiers. Des promesses vaines puisque les émeutiers entrent, ils prennent les armes et ils libèrent les quelques 7 prisonniers qui se trouvaient encore ici. Puis ils tuent Delaunay et De Flesselles, donc Jacques de Flesselles, le prévôt des marchands qui lui est accusé de traîtrise, et leurs têtes sont ensuite promenées sur une pique dans les rues de Paris. Le soir même, à Versailles, où réside toujours le roi et la cour de France, on va réveiller Louis XVI pour lui apprendre la nouvelle et l'informer de la prise de la Bastille. C'est là qu'il va poser sa célèbre question « Mais c'est une révolte ?» Ce à quoi on va lui répondre « Non, sire, c'est une révolution ». Ces mots sonnent comme un avertissement et comme le signe que la fin de l'Ancien Régime se rapproche à très très grands pas. Voilà, j'espère que cette nouvelle anecdote vous a plu, que vous en savez plus sur notre fête nationale. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon 14 juillet et je vous remercie bien sûr pour votre écoute. Je vous invite également à vous rendre sur mon blog lescarnetsdigor.fr pour découvrir d'autres anecdotes et d'autres visites de mes lieux historiques et culturels favoris dans les articles et les podcasts dédiés.
Et vous pouvez aussi me suivre sur Facebook, Instagram et YouTube pour retrouver toutes ces actualités en photo et en vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures, d'autres anecdotes et d'autres visites.